Bonjour et bienvenue dans la semaine du Green IT et de l'éco-conception sur programmer.com, donc Programmer magazine avant tout dédié aux développeurs et au monde maker. Alors, nous continuons un petit peu notre semaine et les divers sujets autour de l'éco-conception, du Green IT en général, que ce soit au niveau software ou que ce soit au niveau du matériel. Alors, pour cette session, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Desmaisons. Merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes ? Merci François de m'avoir invité. Donc, Philippe Desmaisons, ça fait maintenant 9 ans que je travaille chez Amazon Web Services. Donc j'ai un background d'architecte. Et donc aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an, je porte le sujet en développement durable pour la France. Et donc je suis en fait dans l'équipe de Leadership France, donc ça montre aussi l'importance qu'on y amène. Et en fait, je suis responsable d'une équipe qu'on appelle la Core Team, qui accompagne nos clients sur ce sujet-là au quotidien. D'accord. Alors, ce qui est bon aussi de rappeler, c'est que aujourd'hui, on est dans une IT de plus en plus dématérialisée, donc en fait, on ne voit plus physiquement les machines chez nous. C'est vrai que c'est le rôle aujourd'hui des grands fournisseurs de cloud comme effectivement Amazon Web Services et d'autres. Mais évidemment, il ne faut pas oblitérer le rôle que vous avez dans l'approche Green IT, tout ce qui est sobriété numérique, parce que même si, encore une fois, le compute ou le stockage n'est pas chez moi, il est forcément quelque part et il ne faut pas oublier votre rôle. Alors, on va échanger autour de plusieurs sujets, comme on l'a vu en préparant cette séquence. Comment et pourquoi aujourd'hui Amazon traite ce sujet et en quoi c'est important pour vous ? Alors ça, c'est un très bon point. En fait, c'est important pour nous pour plusieurs raisons. D'abord, la première, c'est que c'est important pour nos clients, nos partenaires et aussi nos employés. Je pense que c'est important aussi d'avoir ces trois dimensions. Ensuite, il nous est apparu important à partir de 2019 de communiquer sur ce sujet spécifiquement en termes d'engagement, d'une part, et après de communiquer régulièrement sur nos avancées en la matière. Donc ça, je pense que c'est quelque chose aussi d'important. On pourra y revenir sur ces deux sujets. Donc ça, c'est sur la partie engagement. Et puis ensuite, ce qui est important, c'est que les engagements, c'est bien, c'est un peu le futur, c'est la roadmap. Mais maintenant, il faut savoir comment on peut accompagner nos clients au quotidien. Donc, comme tu le disais très justement, on ne voit plus les petites lumières qui clignotent dans la salle machine. Donc, c'est à nous aussi de communiquer sur ce qui se passe, sur l'empreinte qui est au quotidien résultante des consommations de nos clients. Expliquer aussi comment est fabriqué en fait l'ensemble des services pour qu'on puisse appréhender avec les clients en fait ce qu'ils peuvent attendre de nous sur cette partie Green IT. Donc ça, c'est une partie qui nous incombe, qu'on appelle nous finalement la durabilité, le développement durable du cloud. Donc essayer d'être le plus transparent sur pourquoi c'est intéressant en termes de Green IT. Donc ça, c'est une partie de mon travail, d'expliquer et de fournir des outils, on pourra en parler également. Et après, le troisième et dernier point sur lequel on accompagne nos clients au quotidien, et qui est sans doute d'ailleurs le plus important, et je pense que c'est pour ça que je te remercie de me donner cette capacité de pouvoir échanger et de communiquer sur le sujet, c'est sur les usages qu'on appelle la sobriété numérique. La sobriété, ça ne veut pas dire faire moins, c'est faire plus avec moins. Mais c'est quelque chose de très très important. Et donc, nous avons à la fois outillé, documenté, et nous accompagnons nos clients dans la durabilité dans le cloud, et non pas uniquement la durabilité du cloud. Donc voilà, pour résumer, on s'engage, on communique sur ce qu'ils peuvent attendre de nous aujourd'hui, nos clients et nos partenaires, et enfin, accompagnement au quotidien sur les usages et la sobriété numérique. Alors, comment, de votre côté, vous définissez le terme de sobriété ou de durabilité ? Parce qu'au bout du compte, quand on commence à discuter avec des fournisseurs de cloud ou des fournisseurs d'infrastructures, on s'aperçoit que, oui, effectivement, il y a un socle commun, mais très vite, on va dévier et chacun aura sa vision des choses. Donc, parfois, effectivement, on a du mal à comprendre de quoi on parle exactement.
Oui, tu as entièrement raison et je pense que c'est important parce que c'est un sujet, même si ça fait très longtemps que le GIEC existe, c'est un sujet sur lequel, en fait, malheureusement, il y a certains éléments de méthodologie qui ne sont pas communes aujourd'hui. Et donc, après, même quand on s'engage, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, la logique d'énergie renouvelable? Donc, si je reprends nos engagements en tant que groupe Amazon, et je précise bien que c'est un élément important pour nous, nous n'avons pas souhaité avancer sur ce sujet en tant que seul AWS. Quand on prend, alors tu parlais de définition, nous on se rapporte en fait aussi à la définition de l'ONU, hein, qu'on appelle les SDG, hein, donc les Sustainability Development Goals, qui ont commencé à être définis au niveau des Nations Unies dès 2012 à Rio de Janeiro. Et donc, parmi tous, en fait, il n'y a pas que le changement climatique. Et donc, déjà en termes de définition pour nous, il se trouve que le changement climatique il est lié à l'énergie. Il y a un qui est très intéressant, c'est le numéro 9 parmi les 17, il y en a 17. C'est celui de l'innovation. On va retrouver aussi celui de l'eau, puisque dans les data centers, on peut utiliser de l'eau. Et donc, tous ces éléments-là, donc nous, on va se revenir à la définition même des Nations Unies. Et après, pour chacun de ces items-là, et sachant que d'ailleurs pour nous, le point de départ de l'initiative d'engagement, il vient du numéro 17. Le numéro 17, c'est le partnership, qui correspond en fait, c'est extrêmement important, c'est que tout seul on fait des choses, mais ensemble on est plus fort. Et donc c'est pour ça d'une part que le groupe Amazon a créé donc cette initiative qu'on appelle le Climate Pledge, qui dès 2019 a été d'ailleurs co-fondée avec une ONG qui s'appelle donc Global Optimism. Donc Global Optimism est une ONG qui a été créée par Christiana Figueres. Et Christiana Figueres, c'est quelqu'un qui a une certaine histoire intéressante, puisque c'est elle qui portait la commission au changement climatique au sein des Nations Unies en 2015 pour les accords de Paris. C'est ce qui explique que le Climate Pledge, c'est tous les signataires vont en fait s'engager à respecter les accords de Paris avec 10 ans d'avance. Donc déjà, en termes de définition, nous, on se met vraiment dans une logique de celle des Nations Unies, autour du Paris Agreement, comme disent les Américains, donc respecter les accords de Paris. Et derrière ça, aussi en termes d'engagement, on est dans une logique tout signataire du Climate Pledge. Il y en a plus de 300 et c'est pas que de l'IT, hein, c'est tous les secteurs confondus. Et il se trouve que, d'ailleurs, on a même des compétiteurs, et ça, je trouve ça très, très intéressant de voir que sur ce sujet-là, la compétition n'intervient pas obligatoirement comme étant un argument de vente. Et donc, on s'engage à 3 choses en tant que signataire. La première chose, c'est la mesure régulière. Ça, c'est normal, ça fait partie de la base dans la partie Green IT. L'importance, c'est mesure, mais surtout régulière. On voit bien que les échéances arrivent de plus en plus vite, donc il faut arriver à mesurer de plus en plus régulièrement. Le deuxième, et ça c'est peut-être aussi un différenciateur, c'est qu'on ne travaille pas sur une optimisation, on travaille sur une élimination. L'objectif est une élimination. Ça ne veut pas dire qu'on va tout éliminer au final, on ne sait pas. Mais on se met en tête d'éliminer et pas d'optimiser, de réduire. Et après, effectivement, le troisième engagement, c'est qu'on va compenser le résiduel, mais en dernier recours. Ce n'est pas mesurer, compenser. C'est mesurer, éliminer au maximum et compenser de manière crédible dans la durée. Et ces éléments-là, en fait, pour qu'ils puissent être une réalité, éliminer le carbone, c'est bien, mais aujourd'hui, on n'a pas tous les outils. Le Climate Pledge a été en fait accompagné par un Climate Pledge Fund, qui est un fonds de financement de start-up, justement sur de nouvelles technologies, de 2 milliards de dollars. Donc, peut-être donner un exemple, François, sur quel type de sociétés ont pu être financées. Alors, il y en a de très nombreuses, je vais en juste prendre une, qui est assez marquante. C'est la société canadienne Carbon Cure, qui a qui travaille sur un ciment et un béton bas carbone, avec de la capture de carbone pour aller dans le béton. Donc en fait, on est assez loin de l'IT là, hein, mais il se trouve que le béton, c'est important par exemple dans les data centers, et aussi, mais en fait, c'est aussi important pour tout le monde, sur les 300 signataires. Donc, en termes de développement durable, donc la définition, pour répondre à ta question, Nations Unies, accord de Paris. Et après, sur le volet purement énergie renouvelable, pareil, très sujet complexe. Donc déjà, nous, quand on dit énergie renouvelable, c'est vraiment renouvelable. C'est-à-dire que le nucléaire ne fait pas partie, par exemple, des énergies renouvelables dans notre définition, parce que la définition est importante. Et ensuite, on voit les énergies renouvelables véritablement aussi comme une opportunité pour nous de participer à la création de puissance énergétique.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs façons aujourd'hui d'aller chercher de l'énergie renouvelable. Soit on prend avec les acteurs en place et puis on leur achète ce qu'on appelle des Guarantee of Origin en Europe, ou REC, Renewable Energy Certificates aux États-Unis, mais qui sont finalement des bouts de papier comme quoi les électrons qu'on utilise viennent de cette partie-là. Donc, très bien. D'ailleurs, on les utilise également et je pense que c'est le seul moyen dont on dispose aujourd'hui, mais on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail, mais ce n'est pas exactement le plus vertueux. Et donc, notre approche, nous, est d'aller sur des Power Purchase Agreements, donc qui sont des façons d'aller créer des nouveaux projets. Donc, il y en a plus de 300 dans le monde aujourd'hui qui représentent à peu près, dès lors que tous ces projets-là seront déployés, puisqu'en fait, on va aller voir les gens du secteur, on va s'engager sur des lettres d'intention qui vont leur permettre de financer en fait ces projets-là et de les mettre en lumière, en réalité. Donc là, on en a 2 en France, par exemple, qui sont des fermes solaires, une après chaque, dans le Gers, qui devrait voir le jour d'ailleurs au courant de l'année 2022, et un autre à Saint-Frichou, à côté de Carcassonne, qui lui est planifié sur 2025. Donc des projets comme ça, il y en a 300 dans le monde, pour à peu près, donc au final, dans autour de 15,7 gigawatts de puissance. Alors on va dire comme ça ex nihilo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Juste pour vous dire, la totalité du parc aujourd'hui, donc solaire en France, c'est voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas rien, c'est que voilà, quand ça sera déployé, ça sera vraiment utile. Donc finalement à ta question résumée, c'est Nations Unies sur la partie définition et sur la partie énergie renouvelable. C'est pas uniquement le fait de dire j'ai acheté quelque chose qui est, mais participer à la création et au fait qu'on puisse eh bien, au final se retrouver avec nous tous plus d'énergie renouvelable. Alors, on oublie aussi souvent, quand effectivement on est consommateur utilisateur, que le data center, voilà, on va rappeler qu'AWS et tous les autres fournisseurs de cloud reposent avant tout sur des data centers, comme à la base. Ça peut servir. Et que, effectivement, comme tu l'as dit, il y a énormément de composants qui rentrent en compte. C'est l'énergie, c'est le free cooling, donc ça, c'est le refroidissement, c'est le matériel en lui-même, parce que ça, c'est aussi pris en compte, mais c'est aussi les utilisateurs, parce que, en fait, comment aujourd'hui on peut concilier effectivement à la demande de puissance, la demande de stockage que les utilisateurs vont avoir, votre recherche de sobriété et d'éco-responsabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une dichotomie entre ces deux notions-là et comment vous incitez effectivement vos clients à être un petit peu plus sobres dans les ressources qu'on va utiliser? Est-ce que c'est en rationalisant un petit peu les architectures, les déploiements? C'est en demandant, si des ressources ne sont pas utilisées, on ne les met pas en pause, mais on les éteint. Est-ce que c'est des bonnes pratiques que vous encouragez comme ça, ou c'est encore autre chose? Non, en fait, je pense que tu as donné un certain nombre de points qui sont extrêmement importants. Donc, comme je le disais en introduction, la première des choses, c'est ils attendent de nous de savoir, en fait, finalement, comme ils ne voient plus les petites lumières, qu'est-ce que nous, on fournit. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est que l'utilisateur de la plateforme puisse comprendre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Avant d'agir, c'est comprendre. Parce que si on ne comprend pas, c'est difficile d'agir. Donc, la première des choses, c'est on a essayé de faire des études pour pouvoir essayer de montrer les gains, l'utilisation du cloud par rapport à un data center privé on-premise. Parce qu'en fait, vu de l'extérieur, finalement, dans un cas, on a un data center avec des machines dedans. Dans l'autre cas, on a un data center avec des machines dedans. Donc, finalement, on se dit, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que je peux attendre du cloud? Et donc, pour ça, on a fait une étude, donc 3 années de suite, donc une étude qui a été menée par le cabinet 451 Research, donc, et qui a pris 300 clients, donc là, en 2019 aux États-Unis, en 2020 en Asie-Pacifique et en 2021 en Europe. Ces 300 clients avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions et supérieur à 10 millions et inférieur à 1 milliard. Donc en fait, dans la gaussienne, eh bien, on a enlevé les tout petits et les très gros. Et donc ces 300 clients, on a essayé de voir avec eux sur la même tâche de travail dans le data center médian par rapport à ces 300 personnes, qu'est-ce que ça donnerait dans le cloud AWS en termes d'énergie. Avant même de parler de carbone, parlons d'énergie. Et donc, on s'y trouvait que dans la partie européenne, on est sur un facteur 5. C'est-à-dire que pour faire exactement la même tâche, je vais utiliser 5 fois moins d'énergie dans le cloud. Dans la plateforme américaine, on est à 3,6.
Donc, si on réfléchit un peu, on se dit, oh là, mais c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un data center médian privé qui est plus efficace. Oui, mais il faut faire très attention parce qu'en fait, ils ont un taux de renouvellement de matériel qui est plus rapide. Donc, ils ont effectivement des serveurs qui consomment moins, mais si on regarde la totalité du cycle de vie, au final, la partie production des serveurs est importante. Donc, il faut toujours tout relativiser. Mais dans tous les cas, et en Asie-Pacifique, on est aux alentours de 5 comme en Europe. Donc en Europe, hein, la France fait partie des 5 pays qui ont été sondés. Hein, donc on va retrouver, c'est important parce que chacun des pays n'a pas le même mix énergétique. Hein, donc on va retrouver l'Irlande, on va retrouver la Suède, on va retrouver l'Espagne, on va retrouver l'Allemagne et la France. Donc ce qu'il faut voir, alors c'est, on va dire, mais pourquoi ce facteur 5? Comment ça s'explique? Quelles sont les raisons qui se cachent derrière ce facteur 5? La première des raisons, c'est qu'en fait, le cloud, c'est le transport en commun de l'IT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on va mutualiser des ressources avec plusieurs clients. Donc, si on prend vraiment 2 data centers totalement identiques, on va prendre, si on prend toujours cette métaphore du déplacement, alors, on va prendre la même voiture, le même data center, sauf que dans un cas, il n'y aura qu'une seule personne dans la voiture, et dans l'autre, il y a 5. Nous sommes le blablacar de l'IT, en fait. C'est-à-dire que quand, finalement, vous garez votre voiture, plus personne n'est censé, normalement, utiliser votre voiture. Alors que dans le logique de Blablacar, en fait, on est tous à utiliser la voiture, même quand il y en a un qui descend. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que l'ADN du cloud, de manière générale, et je ne parle pas uniquement de AWS, c'est une logique de mutualisation massive, de partage. Et donc, ça, c'est la première des raisons sur lesquelles on retrouve ce facteur. D'ailleurs, on a un de nos clients qui est Thales DIS, ex-Gemalto, qui a témoigné donc, lors de la AWS Summit au mois d'avril dernier, et ils disent clairement qu'ils retrouvent ce facteur 5 entre leur data center on-premise, parce qu'ils mesurent tout, et ils sont dans la logique de calcul énergétique, et AWS. Donc, c'est intéressant de voir que ça, c'est une réalité. Mais c'est sans doute pas la seule et unique raison. La deuxième raison qu'on peut mettre en avant, en termes de compréhension, c'est que, en fait, nous fabriquons, dans le sens éco-conception, design, nos propres hardware, quels qu'ils soient. Serveur, réseau, stockage, et ainsi de suite. J'aimerais bien te dire, François, que c'est pour des raisons vertueuses. Qu'au départ, on a fait ça parce que. Mais il se trouve que historiquement, et c'est malheureux, on peut tous le dire, mais ce n'était pas le sujet numéro 1. Le sujet numéro 1, en fait, il était dans la sécurité. Parce qu'à partir du moment où tu ne maîtrises pas la totalité de la chaîne, bah, tu ne maîtrises pas la totalité de la sécurité. Donc, et donc, de ce fait, pourquoi c'est si important de fabriquer son hardware et qu'est-ce que ça change? Ben pour ça, pour illustrer ça, je vais utiliser donc une métaphore aussi que j'utilise assez régulièrement, qui est ce que j'appelle le syndrome du traitement de texte. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome du traitement de texte? Eh bien, en fait, moi, en tant qu'utilisateur, je suis un piètre utilisateur de traitement de texte. J'utilise le gras, le souligné, l'italique, et je crois que quand je suis au summum de mon talent, c'est la table des matières. Donc, par contre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'utilise finalement que 10% des fonctionnalités, alors que c'est 100% du code qui va être dans la mémoire. Bon, mis à part les DLL, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on va dire que grosso modo, c'est quand même 100% du code qui va être en mémoire et qui va être utilisé autour au niveau de processeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, j'ai inadéquation entre les ressources engagées et les usages. Le gros avantage, c'est lorsque nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne du hardware, comme on est sur un business de très large volume et de faible marge, on va toujours travailler aujourd'hui sur d'abord cette adéquation, de ne pas mettre des ressources qui ne servent à rien, d'un point de vue business et aussi d'un point de vue sécurité. Donc, cette adéquation entre la ressource et les usages fait qu'en fait, on va être très lean, hein, on va vraiment être extrêmement proche des usages, combiné donc, si on prend le blablacar de l'IT hein, et ensuite, si on prend cette logique du syndrome du traitement de texte qu'on essaie d'éviter, c'est ce qui explique en fait ce facteur 5. Et donc, une partie de notre approche, c'est aussi de dire, bon, voilà ce qu'il y a sur le papier, et on fournit un outil qu'on appelle donc le CCFT, hein, le Customer Carbon Footprint Tool, qu'on fournit en fait depuis le mois d'avril, donc en disponibilité générale. Beaucoup de clients français ont été en période bêta pendant plus d'1 an pour qu'on puisse vraiment travailler sur les détails de cet outil. Et on va donner donc à nos clients, donc pour ceux qui connaissent, hein, donc le scope 1 et scope 2 du GHG protocole, qui sont les mécanismes aujourd'hui de diffusion des émissions de carbone. Le scope 3 est à venir, parce qu'il est encore plus compliqué, puisqu'il s'agit d'intégrer les émissions de nos fournisseurs et les effets induits au niveau des clients. Donc, ça veut dire qu'en fait, sur cette partie-là, on parlait de responsabilité partagée au début, François. Eh bien, en fait, cette partie qui est la nôtre, on essaye d'expliquer, de communiquer pour que tout le monde puisse comprendre. Et ensuite, on donne à cette frontière entre
ce que voit le client au-dessus et ce que nous on fournit, cet outil qui permet en fait de dévoiler les usages et la consommation, plus exactement, de la plateforme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le premier élément, c'est sur la partie compréhension. D'accord. Alors, ça, c'est ta partie à toi, effectivement. Ouais. Après, effectivement, je pense que quand on va parler de sobriété numérique, après, quel que soit le mot qu'on y met, est-ce qu'il faut aussi sensibiliser les clients, les utilisateurs, effectivement, à être plus rationnels dans les ressources qu'on mobilise? Est-ce que c'est un changement de comportement quand on met en place des clusters, quand on met en place des infrastructures mieux adaptées en termes de stockage, en termes de flux, d'accès réseau et tout? Parce que souvent, on va dans la facilité, on provisionne des ressources et puis on sait très très bien comment ça se passe. Donc, en fait, quand on parle effectivement d'éco-conception et de sobriété, c'est chaque partie, donc aussi bien le fournisseur comme toi, que moi client, au bout du compte. Définitivement, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on ne va pas s'exonérer de l'accompagnement. Parce que, pareil, tu vas me dire, tu es monsieur métaphore. Mais je vais donner une métaphore qui me semble intéressante quand même, de dire que finalement, dans le monde du on-premise, si on doit dire que la consommation de ressources, c'est de l'eau, avant, on allait au puits chercher de l'eau et en fait, on ne savait pas exactement combien on avait besoin de seaux d'eau. Donc, on en prenait un peu plus en espérant que si on n'en avait pas assez, après, c'était compliqué, on n'avait plus d'eau. Donc, on en prenait un peu plus, mais de toute façon, quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Donc, on était dans cette logique-là. Là, ce que nous, on amène en tant qu'AWS, en fait, on amène un robinet. Et donc, le robinet, il faut pouvoir le gérer. Qui va pouvoir le gérer? Qu'est-ce qu'on attend de lui, etc. Alors, il ne faut pas en avoir peur. Le robinet est un progrès. Parce qu'on va à la fois économiser le transport entre le puits et l'endroit où on l'utilise. Donc, il y a une optimisation aussi des usages, etc. Mais encore faut-il l'utiliser convenablement. Et après, encore faut-il que le robinet soit vert. Parce qu'en fait, on peut très bien reproduire exactement ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire avec le robinet, remplir des seaux. Donc, il est extrêmement important d'avoir ça en tête. Alors pour ça, donc, on a à la fois de développer des outils et documenter des méthodologies. Et en fait, c'est peut-être dans l'ordre, c'est la dernière. On a parlé de nos engagements, on a parlé de la plateforme en tant que telle. Mais en fait, là où on passe tout notre temps, là où on accompagne nos clients, c'est vraiment là qu'est la solution. Alors, je ne dis pas que nous, on ne fait pas, au contraire, on essaye de faire en sorte que notre empreinte soit la plus basse possible. Et on continue jour après jour. Mais encore faut-il que les usages soient en adéquation. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on parle de GreenOps maintenant, qui est la première, qui est un cousin du FinOps. Donc, une des premières choses, c'est qu'il y ait quelqu'un qui regarde le robinet. Alors, ça, c'est déjà un premier temps, mais qui regarde pour que le robinet soit vert. Alors, on va dire, mais qu'est-ce qui est vraiment différent entre FinOps et GreenOps? Eh bien, pourquoi ils sont-ils cousins? Par exemple, on peut, si on choisit la région dans laquelle on se situe, d'un point de vue purement déploiement. J'ai des clients qui me disent, moi, nous, on s'est mis en Oregon, parce que c'est là que c'était moins cher. Oui, mais alors l'Oregon, en termes de mix énergétique, c'est pas du tout pareil qu'en Europe. Donc, comme leur calcul, en fait, ils n'avaient pas besoin véritablement de transporter beaucoup de données et ainsi de suite, ils ont tout mis en Oregon. Alors qu'en fait, c'est d'un point de vue prix, ça sera peut-être plus cher en Europe, mais beaucoup moins impactant. Donc, juste pour dire que c'est pas toujours la même chose FinOps et GreenOps. Mais ça, finalement, c'est quelque chose qui est fait un peu a posteriori. Et donc, il faut véritablement travailler en amont par rapport à ça. Donc, si on considère que le CO2 est un élément important, le CO2, c'est une résultante. C'est un output. C'est la fumée qui sort de la cheminée. Mais nous, en tant que développeurs au quotidien, nous, en tant qu'administrateurs, DevOps, etc., ce qui est important, c'est que on travaille au niveau de la cheminée. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si on utilise un bois mouillé ou pas, quelle est la température que l'on attend, quelle est la dimension de la pièce. Et en fait, la température, c'est les SLA. D'accord? Et un élément extrêmement important, c'est de travailler sur les SLA. Donc, en fait, tout ce que je viens de dire, on l'a mis dans notre bible d'architecture qu'on appelle le Well Architected Framework. Historiquement, il avait 5 piliers. Donc, le premier, évidemment, des piliers, vous imaginez, c'est la sécurité. Le deuxième, c'est la disponibilité. Le troisième, la performance. Le quatrième, le coût. On retrouve notre ami FinOps ici. Le cinquième, c'est la maintenabilité. Et le sixième, depuis 2021, nous avons donc mis le pilier développement durable.
et dans lesquels, en fait, on va retrouver une sorte de checklist, un accompagnement. Donc, on va retrouver déjà de la littérature, en HTML ou PDF, avec tous les liens qui vont bien. Et ensuite, on l'a dans la console directement. On a le Well Architected Tool, dans lequel on a un mode de questions-réponses, sur lequel on va pouvoir se scorer un petit peu, et voir aussi les évolutions. Donc ça, c'est la partie outillage qui permet accompagnement un petit peu sur étagère, sachant que, bien sûr, ces revues peuvent se faire avec des personnes d'AWS. Et puis après, on a aussi des outils véritables à côté. Hein. On a le Trusted Advisor qui regarde, par exemple, tout ce qui n'est pas utilisé, qui va conseiller sur du right sizing. On a le Compute Optimizer. En fait, on a plein d'outils qui permettent aujourd'hui, finalement, de pouvoir accompagner les clients dans les usages, tant dans la méthodologie que dans la découverte des ressources qui sont peut-être mal utilisées. Alors, effectivement, et là, on ne va pas tarder à conclure, c'est vraiment aux équipes techniques, aux architectes, effectivement, aux Ops, de bien définir qu'est-ce qu'on veut faire, les services que l'on va choisir, où on va les placer. Parce que si, effectivement, on n'a pas ce gros travail en amont, après, c'est difficile de resizer et de tuner vraiment plus finement après. C'est comme dans tout projet informatique, hein, donc ça ne change pas. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment appuyer sur ce que tu disais au début, c'est que c'est un ensemble. Donc chaque partenaire, chaque partie doit prendre en charge cette approche, parce que si le fournisseur comme effectivement Amazon travaille uniquement dans son coin, c'est une approche, mais c'est pas une vue globale. Si c'est que les équipes des utilisateurs et des clients, bah pareil, on n'a que la moitié en fait de la problématique. Exactement. C'est systémique, en fait, la logique de Green IT. C'est systémique. Donc, ça veut dire que ce n'est pas le rôle d'une personne. Il faut que tout le monde soit dans cette logique-là. D'où aussi, d'ailleurs, le Well Architected Tool et le framework qui se cache derrière, puisqu'en fait, c'est une sorte d'espéranto, de discours commun, de checklist, qui permet que, d'ailleurs, quand on la regarde, donc je vous invite à taper Well Architected Framework et Sustainability, hein, qui est développement durable en anglais. Vous tomberez sur cette littérature et vous verrez que finalement ça concerne le hardware, le software, y compris le user behavior, hein, donc le comportement utilisateur, qui est très important. Si je refresh mon dashboard toutes les 30 secondes, bah, c'est pas pareil. Voilà. Les SLA, hein, on a beaucoup tendance, on est dans les métiers, et c'est normal quelque part, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire derrière, à vouloir ceinture, bretelle, parachute et parachute de secours. Et si je prends juste un exemple, Amazon S3. Donc Amazon S3, la proposition, c'est de dire, vous posez de la donnée et ne vous inquiétez pas, on va la recopier suffisamment pour que vous ne la perdiez pas. Sauf que Amazon S3, il y a plein de saveurs d'Amazon S3 différentes. La première, en standard, pour un octet écrit, on va en écrire 6. Puisqu'en fait, ça va être dans 3 zones de disponibilité, on va les mirorer. Est-ce que c'est toujours utile, vraiment? Après, pareil, dans la partie développement, les nightly builds, c'est bien de pouvoir faire des builds toutes les nuits, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout reconstruire toutes les nuits? Donc, ce sont des choses qu'il faut se poser comme question. Et dès lors qu'on a un outil pour voir en fait ce que ça veut dire, qu'on a les bons KPI en termes d'usage, et d'où l'importance de l'accompagnement, eh bien, au final, tout à chacun peut comprendre avant d'agir. Après, effectivement, et ça c'est un point important, c'est que est-ce qu'effectivement on peut se permettre d'avoir des services qui ont un temps de réponse, mettons, de 1 seconde, et ne pas chercher une demi-seconde, effectivement, parce que en soi, l'impact, il n'est pas forcément important. La partie donnée est très très importante, parce qu'on a plein de techniques et de fonctionnalités qui permettent de dédupliquer en fait les données, de les compresser. Et trop souvent encore, je pense que les entreprises oublient ces 2 étapes-là, parce que ça permet de gagner énormément de place et d'optimiser effectivement le stockage de données. Et faire une différence entre les données froides et les données chaudes, encore une fois, on oublie de le faire aussi. La compression des données, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Et là, encore une fois, on l'oublie. Et pourtant, ce sont des fonctionnalités et des bonnes pratiques qu'on connaît depuis plus de 30 ans, mais qui sont toujours mal appliquées au bout du compte. Exactement, et qui en plus, on voit la différence entre un Parquet et un CSV, hein. Enfin, ça n'a strictement rien à voir en termes d'empreinte au niveau stockage. Encore une fois, si ces données peuvent être reconstruites, bah, autant les mettre sur des systèmes qui, eux, n'ont pas une redondance gigantesque, parce qu'on peut les reconstruire facilement. Donc, ce sont tous ces éléments-là qu'on a essayé donc, de mettre dans le Well Architected et sur lesquels on accompagne nos clients au quotidien. Et c'est quelque chose c'est ça qui est très intéressant et extrêmement encourageant,
c'est que déjà, on a beaucoup de demandes, on a beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute. Et donc, aujourd'hui, je dirais, le monde DevOps prend sa part, et ça, c'est extrêmement intéressant. Très, très bien. En tout cas, un grand merci à toi. Donc, tous les documents que tu as cités sont disponibles sur le portail Amazon? Exactement, tout à fait. Donc, que ce soit les rapports du 451 Research, l'ensemble de la partie Carbon Footprint Tool ou le Well Architected Framework, tout ça, vous tapez de votre moteur de recherche préféré, vous mettez AWS devant et vous allez trouver tous les liens. Très, très bien. En tout cas, un grand merci à toi. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous suivent que la plupart des vidéos et cette session sont disponibles aussi en podcast. Donc, vous pourrez les consulter en podcast sans problème. Merci à toi et à très bientôt. Merci, au revoir.